Moteur. Caméra tourne. Ça tourne au son. Annonce. Séquence sonore plus 93. Action. Ça tourne au son. Ça tourne au son. Un podcast de Cinéma 93 et des Engraineurs. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Accourez vite. A pas l'air commode. Ce 7e épisode de notre podcast, Ça tourne au son, nous sommes allés à la rencontre de Mathilde Rouxel, programmatrice au Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, qui se déroulera au Trianon du 7 au 16 novembre prochain. Bonjour Mathilde, donc pouvez-vous nous raconter votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à devenir programmatrice de ce festival ? Alors, ça a débuté il y a longtemps, ce parcours-là. J'ai fait des études d'histoire de l'art avec du cinéma quand j'étais au lycée. Donc, c'était ma première porte d'entrée avec le cinéma. Et j'ai continué à faire des études, un peu de cinéma en complément des études que je faisais. J'étais en prépa avec option ciné, etc. Et en fait, à la base, je voulais pas forcément faire du cinéma, enfin travailler dans le cinéma. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'histoire de l'art surtout. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que l'art le plus démocratique, c'est le cinéma, finalement. Et donc, j'ai fait un master en cinéma. Je suis partie au Liban pour continuer ce master-là. Et là-bas, j'ai rencontré des gens, des réalisateurs, des réalisatrices. J'ai travaillé sur des sujets qui étaient vraiment attachés à la production là-bas. Et du coup, j'ai continué en thèse après. Et en fait, quand on est en thèse, on cherche plein de films. Et donc, j'ai commencé à chercher plein de films dans les pays arabes, surtout en Égypte, en Tunisie et au Liban. Et une fois qu'on connaît les films, on a envie de les montrer. Et donc, du coup, j'ai commencé à m'impliquer dans plein de festivals bénévoles, voilà, notamment le Maghreb des films, par exemple, Film Femmes Méditerranée à Marseille, etc. Et au fur et à mesure, au bout d'un moment, quelqu'un m'a dit « Si tu veux, on te paye pour ton travail ». C'était un grand moment. C'était mon premier vrai boulot, en fait. Et petit à petit, je suis arrivée au Festival des films franco-arabes de Noisy-le-Sec avec déjà toute cette expérience et tous ces films que j'avais vus et que j'avais envie de montrer. Avec la Tunisie mise à l'honneur cette année, et connaissant votre engagement pour le cinéma qui ouvre le débat, quelle est selon vous la thématique ou le regard singulier propre à la nouvelle vague du cinéma de cinéastes tunisiens qui résonne le plus avec le contexte sociopolitique actuel et que vous avez cherché à mettre en évidence dans cette édition du festival ? Alors, c'est une très bonne question, et c'est très pertinent justement spécifiquement sur ce focus-là, parce qu'en fait, on avait besoin aussi de s'adresser évidemment aux habitants de Noisy, de la région, etc. J'avais focalisé un petit peu les deux éditions précédentes sur plutôt les pays du Moyen-Orient plutôt que ceux d'Afrique du Nord, et là je me disais c'était important quand même de mettre aussi l'Afrique du Nord à l'honneur. Et la Tunisie s'est imposée déjà parce que c'est vraiment un pays de tradition de cinéma, ils ont vraiment fait du cinéma. Les cinéastes amateurs étaient très impliqués dès le début de l'industrie, après la décolonisation, etc. Et il y a eu aussi tout un cinéma de la diaspora, donc dans la relation franco-arabe, c'est très important aussi de noter tous ces cinéastes tunisiens qui ont tourné en France. Et en plus, là, effectivement, ils produisent de plus en plus de films. Enfin, il y a plein de fictions, je suis assez contente de pouvoir les montrer là. Mais surtout, ce qui m'intéressait par rapport justement à la question sociopolitique et au-delà de ça, même géopolitique, je pense, c'est que la Tunisie, c'est un pays où ils ont eu leur révolution en 2011. On peut pas dire que ça ait vraiment donné quelque chose de bien pour le peuple. Enfin, là, aujourd'hui, la situation est vraiment désastreuse économiquement, politiquement. C'est un pays qui devient très autoritaire et c'est difficile pour les jeunes de se projeter, etc. Donc, on est toujours dans les mêmes réflexions de migration et qui sont très interrogées dans le cadre du festival. Mais en plus de ça, ils se sont mobilisés énormément sur la question palestinienne, après le 7 octobre et après, surtout le début de la guerre à Gaza, à partir du 8 octobre et le génocide qui en a suivi. Et ils sont mobilisés politiquement dans leur pays, mais aussi contre tous ceux qui finançaient. Et leur mobilisation assez extraordinaire, je pense que c'est aussi pour ça, en fait, ils savent être en solidarité avec les autres peuples et que du coup, leur capacité à faire révolution d'une certaine façon, c'était un petit peu ce que j'avais envie de développer dans le festival, au-delà de la Tunisie. Enfin, je trouve que c'était une bonne porte d'entrée, en fait, pour raconter plein de choses qui m'intéressaient. Et pour un spectateur qui découvre le cinéma arabe au sens large et tunisien, le festival du film franco-arabe offre une porte d'entrée unique. Si l'on devait résumer ce qui fait l'identité et la force du cinéma tunisien aujourd'hui, par exemple,
un thème récurrent, une audace formelle ou une énergie particulière, quel serait-il et pourquoi ? C'est une très bonne question, et en plus, vraiment, la Tunisie a une tradition de cinéma social, par exemple, où ils ont fait beaucoup de films sur des questions, comme les questions politiques ne pouvaient pas être abordées sous la dictature, ça passait par le biais de, par exemple, c'est des films qui dénonçaient les violences faites aux femmes, ou l'oppression des femmes notamment, ou des questions de classe sociale et d'abus de pouvoir aussi, enfin, ça a été très présent dans le cinéma tunisien pendant très longtemps. Et on est un peu sorti de ça, et je pense que c'est un peu une bonne chose aussi. On a évidemment des thématiques notamment de la migration, enfin du désir des jeunes de partir, parce qu'en fait c'est vrai, enfin c'est un peu le cas partout de toute façon, mais là c'est vraiment toute opportunité est bonne à prendre pour pouvoir partir en Europe, etc. Donc ça, on a quand même des films qui racontent ça, mais on a des films aussi qui adoptent, qui sont plus du tout dans le drame social et dans le réalisme un peu brut, mais qui ont des recours un peu au fantastique ou à l'onirique, au rêve. Et ça, on le retrouve notamment avec le dernier film de Alaeddin Slim, Agora. Alaeddin Slim, c'est un cinéaste qu'on connaît plutôt un peu en France parce qu'il a sorti des films en salle ces 10 dernières années. Celui-là, il sort pas en salle parce qu'il est un peu plus complexe, il est très ancré dans la société tunisienne, et en même temps, il a toujours ce rapport très onirique, un peu à la limite du polar, le cinéma de genre, qui vraiment s'impose de plus en plus et qui ouvre en fait plein de portes vers plein d'imaginaires qui sont un peu vraiment complètement nouveaux dans le cinéma tunisien, mais même dans le cinéma de toute la région, il me semble. Alors le département de la Seine-Saint-Denis, c'est un lieu où l'héritage franco-arabe est une réalité démographique et culturelle assez forte. Au-delà de l'importance de projeter ces films pour ce public, quelle est votre stratégie, notamment à travers des initiatives de médiation culturelle ou des partenariats locaux spécifiques au 93 ? Toutes ces questions de médiation culturelle, elles sont essentielles dans des événements comme le festival ou comme n'importe quel en fait, événement culturel qui en plus s'inscrit vraiment dans un territoire. Je trouve que la force du festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, c'est que c'est pas vraiment un festival, c'est plutôt des rencontres cinématographiques. C'est un espace où justement on a la possibilité d'inviter des cinéastes pour qu'ils rencontrent leur public, et que le cœur de cible du public visé, c'est vraiment les gens du coin, quoi. Enfin, et en fait, mon travail à moi est pas vraiment dans la médiation, malheureusement. Enfin, il y a aussi malheureusement, il y a quand même des formes d'une manière ou d'une autre d'accès au public, mais par contre effectivement l'équipe de Noisy-le-Sec travaille activement à essayer de diffuser l'information, de travailler aussi avec des groupes scolaires, de travailler le cinéma Le Trianon aussi travaille beaucoup avec des groupes scolaires, et donc permet aussi au festival de rayonner à cet endroit-là. Et surtout, ce que je trouve assez formidable et que vraiment je trouve très agréable, c'est que finalement le festival est une proposition qui existe depuis maintenant 14 ans, et ce sont les associations du 93 qui viennent s'adresser au festival pour proposer des collaborations. Le Cinéma 93 propose justement cette collaboration avec les jeunes ambassadeurs, et je trouve que c'est vraiment hyper fructueux. Étonnant Cinéma aussi vient tout au long du festival et enrichir le festival de contenu, d'approche, et en fait même juste de regard et de dialogue. Et ça, pour moi, je trouve ça vraiment génial. Et ils proposent des programmations associées au festival un peu partout hors les murs. Mais moi, strictement, je travaille en fait avec d'autres structures. Je travaille avec les cinémas d'Est Ensemble, je travaille avec les établissements culturels de Noisy-le-Sec, mais j'ai pas accès directement à ces publics-là. Et je sais que ce travail, il est fait, il est gigantesque. Et surtout, on constate que le dialogue, il est simple, parce qu'effectivement, je pense que les films qui sont proposés dans le cadre du festival parlent à une grande partie finalement de la population noiséenne et au-delà de tout le 93, quoi. Et qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans le cinéma franco-arabe ? Alors moi je sais pas vraiment ce que ça veut dire. La notion de film franco-arabe, c'est une notion qui est très diplomatique d'une certaine façon, et qui est née de l'histoire du festival aussi, puisque le festival était né d'une collaboration avec l'Institut français de Jordanie, donc vraiment dans des relations vraiment pour le coup très très diplomatiques, avec l'idée pour l'Institut français de Jordanie de valoriser les films qui étaient aussi coproduits par la France, mais aussi de pouvoir donner une fenêtre en Jordanie à des films de la diaspora qui sont faits en France, qui s'ancrent dans une identité qui se veut arabe ou franco-arabe, mais qui peut rayonner aussi à l'international. Je pense que finalement, ce qui m'intéresse dans le cinéma des pays arabes en tout cas, et des populations arabes en France, c'est justement une forme de diversité en fait, une forme de diversité qui déborde complètement le franco-arabe.
Parce que finalement, les films qui m'intéressent le plus ne sont pas forcément ceux qui sont cofinancés par la France, parce qu'évidemment, tous les systèmes de production formatent d'une manière ou d'une autre. Et en fait, la liberté de ton qui existe dans les pays arabes aujourd'hui, elle est aussi permise par une multiplicité des sources de financement qui est récente. Et en fait, on a des films absolument incroyables qui passent plus du tout par les guichets du CNC français, etc. On a un film irakien, par exemple, qui s'appelle Songs of Adam pendant le festival, que j'adore, que je trouve vraiment magnifique, qui a été financé par l'Arabie Saoudite en partie, etc. Enfin, ils se sont débrouillés pour faire leur film. Et en fait, le festival des films franco-arabes permet en fait ce dialogue, et le franco-arabe il existe dans la salle de cinéma selon moi, il n'existe pas tant dans le cinéma, dans les films autant en tant que tel, il existe parce qu'on peut en parler, parce que justement les réalisateurs sont là et qu'on crée un dialogue franco-arabe à des endroits où les réalisateurs nous parlent de leur réalité et font leurs films pour eux, pas pour nous en fait, et c'est ça qui m'intéresse finalement. Et alors du coup, vous disiez tout à l'heure que vous aviez reçu 120 films. Et c'est quoi la difficulté principale que vous rencontrez face à tous ces films et pour faire la sélection et la programmation ? Alors, on a reçu 120 films. En fait, le festival n'étant pas un festival, hein, on n'a pas de compétition, on n'a pas de prix, donc du coup, on n'ouvre pas vraiment d'appel à films, à part pour la compétition court-métrage. Et c'est dans le cadre de la compétition court-métrage, effectivement, qu'on a reçu 120 films. Mais j'ai vu à peu près 350 films pour le festival, qui sont des films que j'ai cherchés moi-même. Enfin, je fais des tableaux de veille à films. Je regarde tous les festivals. Dès qu'il y a un festival qui sort sa programmation, je regarde est-ce qu'il y a des choses qui ont été produites dans les pays qui m'intéressent, ou par des communautés qui m'intéressent, etc. Et je demande les liens aux producteurs, je regarde des films, je choisis. Beaucoup de films sont pas sous-titrés, donc il y a des enjeux aussi de choix qui sont liés à des contraintes budgétaires aussi, à certains endroits, etc. Il faut composer avec son public, c'est-à-dire que là on est au Trianon, on est dans une salle d'arrêt essai mais qui est quand même plutôt grand public, une salle qui est énorme et que donc du coup on peut pas se permettre de faire des petites projections confidentielles parce que s'il y a 30 personnes dans une salle de 450 places, c'est désespérant pour les réalisateurs, donc il faut imaginer quand même de trouver des films qui soient quand même rassembleurs. Et en même temps, les pays arabes sont des pays qui produisent énormément de documentaires, et ce qui ne sont pas forcément les formes les plus faciles à mettre en lumière dans des salles de cinéma de cette ampleur-là. Et en même temps, le dialogue permis par la rencontre avec le réalisateur fait que, enfin voilà, tout ça fait cinéma. Et l'idée de la programmation, c'est évidemment à la fois de créer des parcours entre les films, d'avoir des thématiques récurrentes, de poser des questions en début de semaine qui seront re-questionnées un peu toute la semaine jusqu'à la fin du festival, d'avoir des films de patrimoine, parce que je pense que c'est important aussi d'ancrer le cinéma arabe dans son histoire. Enfin, il y a une histoire du cinéma arabe qu'on nie beaucoup, qu'on connaît très mal et qui intéresse pas vraiment jusqu'ici parce qu'elle est pas très bien documentée vraiment. Donc c'est important pour moi de montrer des films des années 70, de comment on faisait des films après les indépendances en fait, et qu'est-ce qu'on avait envie de raconter sur la société. C'est important de montrer pour moi du court-métrage. J'essaie de placer des petits courts-métrages expérimentaux parce que je pense que c'est important de voir du cinéma expérimental, mais c'est pas forcément non plus pour le public du FFFA, donc il faut pas non plus forcer les choses. Mais la possibilité de travailler avec les équipements d'Est Ensemble et de Noisy, ça aide aussi, puisqu'on travaille avec la galerie d'art de Noisy-le-Sec, qui peut nous relayer sur des choses plus pointues aussi. Mais sur la question de la ligne éditoriale, pour moi c'est vraiment accepter que le cinéma est une arme d'éducation, est une arme de solidarité, et que c'est aussi une arme de lutte, dans le sens où on doit lutter pour plus de justice, on doit lutter pour plus de tolérance en fait, et que c'est à travers des images qu'on se fait pas des amis, mais au moins on génère de l'empathie, et puis peut-être que finalement en constatant à l'écran que oui, il y a des gens qui vivent des choses différentes, qui luttent différemment, qui ont énormément d'humour, qui ont d'autres façons de gérer leur quotidien, et du coup ça nous rapproche en fait, et ça nous rend peut-être un peu plus tolérants dans nos propres sociétés. Parce que je pense qu'évidemment toutes les questions qui sont posées dans les films, pour moi, elle résonne très très fortement avec l'état de l'Europe en ce moment, qui vire quand même, qui est politiquement... je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui peuvent se reconnaître aussi dans des politiques qui sont conduites, et particulièrement des communautés qui immigrées ou immigrées de plusieurs générations qui continuent à être rejetées et qui ont besoin aussi de représentation en fait au cinéma.
Et en quoi ce festival il contribue à créer un pont culturel entre les deux rives de la Méditerranée? Le pont, il est déjà aérien, c'est-à-dire qu'on fait venir des gens, et ça, c'est déjà en soi un exploit. Et ça, c'est une raison pour laquelle j'aime ce métier. C'est la possibilité de faire voyager des cinéastes qui potentiellement ne sont jamais venus en Europe, potentiellement n'ont jamais eu la possibilité de venir en Europe, parce qu'obtenir des visas quand on vient d'Égypte, du Liban, d'Irak, c'est très très difficile. Et tous les ans, on a des problèmes aussi par rapport à ça. Et donc déjà, de pouvoir permettre à des gens de voir ce que c'est que la France aussi, voilà, un public d'ici, de rencontrer un cinéaste saoudien, un cinéaste soudanais, un cinéaste marocain ou irakien, de mélanger les langues aussi, puisqu'on voilà, au FFFA, ça parle arabe, ça parle anglais, ça parle français. Ça crée des ponts, parce que nécessairement, ça ouvre nos imaginaires, ça ouvre nos mondes, et en plus, effectivement, le FFFA donne la place aussi à plein de cinéastes français qui voyagent aussi dans les pays arabes, de nous donner leur version à eux. Et on a des films très beaux. On a Vacances en Palestine, par exemple, d'un cinéaste français qui s'appelle Maxime Lindon, qui suit un Palestinien qui vit en France depuis longtemps et qui retourne en vacances en Palestine chez lui. Et en fait, ça crée un tas de complexité, parce qu'on lui en veut d'être parti, on le jalouse un peu, et en même temps, en France, on peut se douter qu'il a quand même pas sa meilleure vie non plus. Enfin, c'est pas facile, la migration, en fait. Et toutes ces questions-là, posées par quelqu'un qui a un regard de quelqu'un qui a grandi en France, dans un contexte, et qui peut dialoguer ici aussi, qui fait de la médiation, en fait, avec le public, ça permet vraiment de tracer des ponts, et j'espère de donner aux gens envie de voyager et d'arrêter d'avoir peur aussi, de découvrir des cultures qui sont vraiment différentes, et de trouver la beauté en fait dans la différence et dans la diversité culturelle en fait, parce que je pense que c'est de ça qu'on a besoin le plus aujourd'hui, quoi. Et tout à l'heure, vous parliez de films porteurs pour le festival et pour le public. Comment on se dit, bah tiens, ce film-là, ce sera un film porteur, qu'est-ce qu'il fait, et est-ce que des fois ça vous arrive, par exemple, de vous tromper, de dire, ah ben non, là en fait, il n'y a personne qui a voulu le voir Alors pire, il m'est arrivé de programmer un film, de le projeter, d'avoir des gens en salle et de le revoir et de me dire waouh, qu'est-ce que c'était ce choix, pourquoi j'ai fait ça comme choix, enfin, parce qu'effectivement voir son film sur son ordi tout seul et voir son film en salle, c'est pas du tout les mêmes réalités, et la grande difficulté c'est qu'en général on a des invités et que donc faut assumer après quand même, et ça nous est arrivé évidemment quelques fois, mais en général je pense qu'on tombe plutôt juste parce que le public est très varié. Que je pense qu'au bout d'un moment, le public il comprend aussi ce qu'on essaie de leur proposer, quoi. Enfin, les gens ont conscience de ce que c'est quand même une programmation, une proposition, en tout cas de programmation. Donc les gens vont plutôt voir les choses qui les intéressent, et surtout vraiment, bon oui, enfin j'ai des angles très précis, j'ai des no-go très précis. Il y a des films que je refuse de montrer pour des raisons que j'estime éthiques et que d'autres trouveraient pas forcément très défendable, enfin j'en sais rien, mais je préfère vraiment montrer des films qui sortent pas en salle, par exemple. Je suis pas toujours d'accord non plus avec les sélections des festivals internationaux qui mettent en avant des films qui, pour moi, sont problématiques d'un point de vue éthique, etc. Donc du coup, je réfléchis beaucoup à ça, en fait. Et du coup, je le défends comme ça, parce qu'en fait, l'avantage d'un festival, c'est aussi qu'on a la parole pour défendre ce qu'on veut montrer, ce qui n'est pas du tout le cas d'une programmation en exploitation. Et donc du coup là par exemple dans le festival qui vient, on a un film de patrimoine que j'adore qui s'appelle Les Ambassadeurs, d'un cinéaste tunisien, Nasser Ktari, qui a fait ce film en 75 à Paris, dans une communauté de travailleurs immigrés, et qui montre la violence policière, le racisme systémique des Français, etc. La difficulté aussi de pouvoir faire corps pour juste défendre ses droits et sa dignité, en fait. Et qui est un film qui a été censuré par la France, qui a été interdit de diffusion pendant de nombreuses années, qui a été aussi difficilement reçu en Tunisie, parce que la Tunisie cherchait justement à donner une belle image du pays, et surtout ne pas montrer que les immigrés en France avaient une vie terrible. Et donc Nasser Ktari a plus jamais pu faire de film pendant 25 ans. Enfin, le film qu'il a pu faire, son second film est beaucoup plus tardif. Mais en fait, tout ce drame qui s'est passé en 75 autour du film,
parce que le film est trop politique, parce que le film nous montre trop la réalité aussi d'une France dont le visage devrait être peut-être différent si on veut coller à nos idéologies droits-de-l'homistes. Il résonne parfaitement maintenant. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune raison en fait que le film ne fasse pas débat en tout cas. Il peut ne pas plaire, etc. Mais il n'y a aucune raison que les gens sortent de la salle en se disant bof, parce que le film nous parle à nous maintenant. Il y a un autre film comme ça que j'aime vraiment beaucoup qui parle aussi d'immigration et je pense que c'est une thématique qui me touche beaucoup parce que je vois aussi tous ces Palestiniens qui vont arriver en France, qui vont être mal reçus. Je veux dire, l'enfer ne s'arrête jamais en fait quand on est obligé de migrer. Les Syriens là qui essayent de rentrer en Syrie parce qu'ils ont après 10 ans passés ici, ils sont toujours pas intégrés à la société. Enfin, toutes ces questions-là en fait, elles sont posées aussi là-bas. Les Soudanais sont très mal reçus en Égypte, sont très mal reçus au Maroc. On a plusieurs films sur le Soudan et ça, je trouve que c'est vraiment hyper important d'avoir des images de ce qui se passe. Et on a ce film libanais qui questionne justement la migration syrienne pendant la guerre civile. Ils arrivent dans les montagnes libanaises, de communautés chrétiennes, eux ils sont musulmans et il y a une espèce de pétage de plomb complet, la peur en fait qui s'installe et la xénophobie, etc., qui font que les villages imposent un couvre-feu qui empêche les travailleurs étrangers de se balader après 19h dans les rues. Et ils installent des milices citoyennes pour empêcher les gens de circuler. Et on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe là ? Ce fascisme-là, il n'est pas très très loin aussi de ce qu'on vit nous. Et je pense que de le voir à l'écran ailleurs, ça nous fait réfléchir aussi. On ne se sent pas attaqué parce que c'est pas chez nous. C'est pas notre époque, ou alors ça se passe pas chez nous, mais finalement, les débats qui vont suivre de ça, si on est incapable de faire une rétrospection, enfin, si les spectateurs qui veulent voir ce genre de film sont pas capables de faire ce genre de lien avec justement le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que je me suis trompée dans ce cas. Mais je pense que ça se passe quand même plutôt bien à chaque fois. Les débats sont assez beaux et je pense que c'est aussi la force du public du FFFA, quoi. Il est bavard et il est attentif et c'est génial. Et c'est vrai que je me dis que la programmation, ça a l'air d'être assez compliqué parce que, faut refléter les vécus des gens, faut plaire aux gens, etc. Et est-ce que vous aurez des conseils, par exemple, à donner, par exemple, si on veut travailler dans la programmation, même dans le cinéma Aimer les films. Je pense d'abord, avant tout. Il y a plein de façons d'être programmateur. Enfin, je pense que j'ai un profil qui est peut-être pas forcément le profil typique du programmateur. Enfin, je regarde beaucoup de films, mais beaucoup sur une région. Enfin, je suis pas boulimique de cinéma non plus. Je peux pas parler d'analyse de films pendant des heures et des heures. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire aussi de la région, c'est de comprendre les dynamiques. Enfin, j'ai un regard qui part d'abord du territoire et que le cinéma me permet de... C'est un outil pour moi, en fait, pour raconter tout ce qui m'intéresse et tout ça. Pour d'autres, c'est le cinéma qui est avant tout là et que finalement le politique ça doit pas être dans le cinéma et on doit montrer des formes et on doit montrer nous déplacer émotionnellement aussi. Il n'y a pas de recette, mais je pense que vraiment l'important si on veut être dans ce monde-là, c'est d'abord de vraiment aimer profondément le cinéma et pas le faire par opportunisme, parce que par opportunisme finalement on va être frustré et ça va mener à rien alors que je pense que la passion pousse toujours à faire plus de choses et à être ensemble, parce que la force du cinéma c'est aussi que ça nous pousse à faire des équipes de gens soit pour organiser des trucs, pour organiser des tournages, pour faire des films. On peut pas être tout seul et ça je pense que si on n'est pas passionné, ça marche pas en fait. Mais il n'y a pas de recette et c'est ça qui est beau aussi. C'est pas un métier. Je pense que c'est d'abord une vocation, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas une envie, quoi. Il y a un désir. Ouais. Et si j'essayais de vous présenter les choses dans l'ordre? Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Tout à l'heure, vous avez dit que vous connaissiez un peu votre public. Et alors du coup, est-ce que vous avez arrivé à vous renouveler dans les gens qui viennent voir les films? Et si oui, comment vous faites? Comment vous allez chercher de nouvelles personnes pour qu'ils aillent en salle pour voir ces films-là? Et peut-être même les fidéliser pour qu'ils aillent voir plus de films qu'ils n'iraient pas voir? Alors moi je suis arrivée il y a 3 ans au FFFA et donc le public que j'ai rencontré il y a 3 ans, qui est le public plutôt local, enfin de gens qui viennent vraiment à chaque séance, il y en a. Ils avaient l'habitude d'une autre forme de programmation
qui était tenue d'abord par une exploitante et qui donc du coup elle valorisait plutôt les films qui circulaient dans l'industrie, etc. et qui faisait plein d'avant-premières. Enfin, c'était super, c'était des belles rencontres aussi. Moi j'ai un autre angle, et en fait je pense que mon angle à moi et mon réseau de toute façon fait que effectivement en choisissant des partenaires spécifiques, là on va travailler beaucoup avec Tzedek, avec le Décolonial Film Festival, on va travailler avec le PCMMO, on va travailler avec le Festival du film libanais de France, etc. Et moi j'aimerais bien en fait que les diasporas ou les personnes qui voyagent, qui sont un peu entre deux, aient envie de venir aussi, et en fait trouvent dans le festival des films qui peuvent pas voir dans leur pays à eux, parce que la censure, parce que ça passe qu'une fois et que ça sort pas, et qu'ils n'étaient pas là pour le festival où ça passe, et qu'en fait du coup on puisse brasser finalement des gens qui ont l'habitude de venir au Trianon tout le temps, des publics qui aiment bien le festival parce qu'ils le connaissent depuis longtemps, et des publics qui auraient peut-être un autre dialogue aussi avec les cinéastes, et donc du coup en programmant des films plus rares entre guillemets, et ben voilà, c'est comme ça que j'essaye d'avoir un autre public, et je crois que ça marche. Pas à toutes les séances, mais par exemple en général les séances de documentaires, on voit bien qu'il y a des gens qui peuvent venir de super loin en fait pour voir le film, parce qu'ils savent en fait s'ils ne le voient pas là, ils le verront peut-être pas du tout en fait. Donc c'est dans la rareté en fait que j'aime bien travailler, parce que c'est aussi dans la rareté qu'on peut faire événement, en fait, plus que inviter une star pour une avant-première. Ça, c'est le travail des exploitants tout au long de l'année déjà, et je pense que justement, on peut ne pas se marcher sur les plates-bandes et faire des propositions différentes, quoi. Quelle édition vous a le plus marqué lors du festival ? Voilà, je suis à ma 3e édition, donc celle qui m'a le plus marqué, c'est la première, je pense, pour le coup. Parce qu'en plus, oui, le festival du film franco-arabe, sa configuration, elle est différente des festivals que moi je connaissais, parce que j'ai beaucoup travaillé dans l'associatif, donc grosse galère, il faut convaincre plein de salles pour pouvoir montrer des films. Enfin, on n'est pas du tout sur les mêmes façons de travailler, on fait tous tout, parce que de toute façon on n'y arrive pas, là c'est la galère. Là c'est très organisé, c'est hyper agréable de travailler au festival des films franco-arabes, l'équipe du Trianon est géniale. Et hyper compétente, il y a une espèce de bonne humeur en plus qui est vraiment très chouette à la ville. C'est pareil, c'est une équipe de personnes qui croient en fait en ce qu'ils font, et ça change tout. Ça change pas tout, parce que je dis pas que dans l'associatif c'est pas le cas, mais disons que chacun fait son poste en essayant de faire en sorte que du coup tout le monde puisse travailler très bien, et donc du coup on peut travailler très bien, et c'est vraiment hyper agréable. Et c'était une grande découverte quand je suis arrivée à la première édition, et donc du coup je me suis sentie hyper libre de pouvoir proposer ce que je voulais. Et en même temps de me confronter à un public qui me dit un peu plus de fiction, ce serait pas mal quand même. Et puis remontrer les films qui passent pendant l'année qu'on a ratés, ce serait pas mal aussi. Donc on prend note, mais en même temps on rencontre, on est challengé en fait à un autre endroit, parce qu'on n'est pas épuisé d'avoir dû faire les 15 jobs qu'il faut faire pour faire un festival, parce qu'on a eu notre place circonscrite à notre poste, ce qui est absolument un luxe. Et en même temps, voilà, cette possibilité de dialoguer avec les publics pendant le festival, c'est vraiment super. Et c'est vrai que la première édition, pour moi, c'était une grande découverte. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir de vous interviewer. Merci beaucoup, c'était un plaisir pour moi aussi. C'était l'interview de Mathilde Rouxel, programmatrice du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, qui se tiendra au cinéma Le Trianon de Romainville du 7 au 16 novembre prochain. À bientôt pour un nouvel épisode du podcast Ça tourne au son. Soyez à l'écoute.